Voilà. Maintenant, j'enregistre, j'ai plus de bêtises. Ça y est, c'est bon? Ouais, bien. Ce qui m'appelle bien. Ouais, toi, dans le code, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bien. Merci donc d'être venu. Donc l'enjeu, c'est la présentation, vous l'avez compris, d'une œuvre qui s'appelle Pétrograd 1918, dont l'histoire est un peu compliquée. Je vais vous en faire évidemment la genèse. Et qui n'est pas complètement achevée, enfin dont la partition est achevée, mais la réalisation ici à l'IRCAM n'est pas encore achevée, et qui devrait déboucher sur un enregistrement en janvier prochain dans l'ESPO. Pour le moment, il n'y en a pas de création prévue, mais un enregistrement. Donc, je vais vous expliquer le projet, puisque c'est lié à un projet de recherche à l'IRCAM qui prolonge un travail que j'avais fait il y a 20 ans sur une source de haut-parleurs qui s'appelait à l'époque la Timée, qui avait donné lieu à l'œuvre Duel. La source a changé, s'appelle maintenant LICO, donc je vais essayer de vous exposer tout ça. Et donc, j'ai prévu de vous en parler pendant 1h30 environ ce matin. Et puis ensuite, nous transporterons dans le studio 5 qui est juste derrière, où il y a Carlo, qui n'est pas encore arrivé, Carlo Lorenzi, qui m'assiste là et qui devrait comme ça pouvoir vous transmettre au moins la moitié de Pétrograd, qui est composé de 5 plus un postlude, et je pense que j'essaierai de vous faire écouter en tous les cas les 3 premiers mouvements. On verra si on a le temps d'écouter le 4e. Voilà, alors pour ce qui est, bon, vous pouvez m'interrompre sans problème s'il y a des questions de compréhension, évidemment. Pour ce qui est de la discussion, peut-être on la renvoie après avoir écouté, peut-être dans le studio 5, je ne sais pas, ça va dépendre si pendant l'heure et demie j'ai terminé ou non ce que je veux vous dire. Donc soit on aura une première discussion ici d'un quart d'heure environ, soit je vous propose de la renvoyer une fois que vous aurez écouté les extraits, ce qui veut dire que dans tous les cas, on aura au moins une demi-heure de discussion. Je ne vous cache pas d'ailleurs que cette discussion m'intéresse aussi parce que vous verrez, je conclurai sur le fait que cette œuvre, d'une façon, constitue un peu pour moi une énigme, et de savoir comment elle est reçue, entendue, écoutée m'intéresse, parce que ça peut contribuer à clarifier l'enjeu même de cette œuvre. Bien, alors avant de commencer, je voulais rappeler quelque chose. Vous connaissez les circonstances historiques. Bon, c'est très étrange dans la période actuelle de faire une œuvre qui s'appelle Pétrograd 1918, et dont vous entendrez à la fin l'intervenant du récitant du premier mouvement le mot d'ordre « Écoutez la grandeur du peuple russe ». Alors évidemment, dans la période qui est un peu chahutée, donc vous verrez, c'est une œuvre qui, du point de vue du poème, se réfère à la révolution bolchevique de 1917 de manière évidemment positive. Je suis moi-même communiste, il n'y a pas de doute là-dessus. Et bon, le rapport à la révolution d'octobre est assez compliqué, et d'une façon, l'œuvre essaye d'ailleurs de traiter à sa manière, à ma manière, cette question-là. Mais alors évidemment, dans la période, c'est assez... on est tellement loin de ça que ça paraît un peu étrange. Donc je voulais, pour commencer, pour faire référence à la situation en Ukraine, à 3 textes de Lénine, que voici, qui sont des textes dans lesquels il apparaît que Lénine a toujours défendu le droit à l'indépendance de l'Ukraine contre ce qu'il appelait le chauvinisme et l'impérialisme grand russe, qui consistait précisément à ne voir dans l'Ukraine qu'une sorte de province, petite province russe. Alors, 3 textes pour ça, enfin 3 moments différents de Lénine. En 1914, alors je vous signale, cette intervention est écrite et je la mettrai sur le site, donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je peux passer un peu rapidement, mais pour vous dire ce dont il est question, mais vous pourrez, si vous le voulez, après vous référer au texte écrit. En 1914, donc, il dit « Nous en tenons fermement à ce qui est incontestable, le droit de l'Ukraine à constituer un État indépendant. Nous respectons ce droit, nous ne soutenons pas les privilèges du grand russe par rapport aux Ukrainiens. Les intérêts du prolétariat international en général, aussi bien les intérêts que ceux du prolétariat russe, exigent que l'Ukraine reconquiert son indépendance étatique qui seule lui permettra d'atteindre le développement culturel indispensable au prolétariat. Malheureusement, certains de nos camarades sont devenus des patriotes impériaux russes, déjà à l'époque, 1914. 1917, pas un démocrate ne peut nier le droit de l'Ukraine à se séparer librement de la Russie.
Seule la reconnaissance sans réserve de ce droit peut rompre effectivement à jamais et complètement avec le maudit passé tsariste qui a tout fait pour rendre étrangers les uns aux autres des peuples si proches par leur langue, leur territoire, leur caractère et leur histoire. Le tsarisme maudit faisait des grands Russes les bourreaux du peuple ukrainien. Donc la proximité, évidemment, n'est pas un argument pour instaurer une domination impériale et chauvine. Et Lénine maintient, martèle la chose encore en 1919. Seuls les ouvriers et les paysans d'Ukraine peuvent décider si l'Ukraine doit fusionner avec la Russie ou constituer une république autonome indépendante. C'est l'affaire du peuple ukrainien lui-même. Nous voulons une alliance librement consentie des nations. Et donc, il lutte contre les préjugés du vieux nationalisme, de l'impérialisme grand russe. Et il termine, nous, les communistes grand russes, ça veut dire de la Russie de Moscou, nous devons combattre de la façon la plus rigoureuse dans notre milieu les moindres manifestations de nationalisme grand russe. Voilà. Donc, je rappelle ça parce qu'il me semble que c'est les positions de principe que doivent adopter, en tous les cas, tous les communistes, disons. Et comme vous le savez, évidemment, l'histoire a été plus compliquée que ça, puisque Lénine est mort en 24, et qu'après, les choses se sont compliquées, évidemment, par la direction de l'URSS prise par Staline et tout ce qui en a suivi. Je vous rappelle de ce point de vue-là que l'écart, qu'il y ait une révolution qui se retourne en contre-révolution, si vous prenez la Révolution française, vous avez à peu près, enfin très exactement 60 ans, entre 1789 et 1848. Juin 1848, c'est le moment où la République française devient ouvertement anti-ouvrière, anti-populaire, coloniale, etc. La répression de juin 1848 se fait par les troupes, je vous rappelle, de Cavaignac, qui s'est formé dans la conquête de l'Algérie en 1830. Donc la République dont on nous bassine les oreilles aujourd'hui, c'est en fait un dispositif qui est anti-populaire, anti-ouvrière et colonial ou néocolonial. Enfin, rien de glorieux là-dedans, qui n'a fait qu'empirer, évidemment, avec la Troisième République, qui s'est constituée contre la Commune de Paris. Donc, le signifiant la République, c'est un signifiant absolument contre-révolutionnaire et réactionnaire. Il a fallu 60 ans pour passer de 1789 à 1848. Ben, vous prenez 1917 et vous prenez 60 ans plus tard, vous arrivez à 1977, et là, c'est le triomphe dans le monde de gens qui, en vérité, sont anticommunistes, Brejnev en Russie et puis Deng Xiaoping en Chine. Donc, c'est pas non plus, c'est des phénomènes assez classiques, enfin, qu'en 60 ans, disons, un point de vue se renverse en un autre. Voilà. Bon, je voulais rappeler ça, vous voyez, vu les circonstances, pour quand même contextualiser un peu dans la période le parti pris qui va être de traiter d'une manière ou d'une autre quand même de la révolution russe, en traiter évidemment comme un soulèvement grandiose de l'humanité et non pas évidemment quelque chose sur lequel il s'agirait de dénier ou je sais pas quoi. Et voilà, bon, je voulais rappeler cette position de Lénine, d'autant que vous entendrez tout à l'heure que dans le premier mouvement, qu'on va écouter tout à l'heure, on entend la voix de Lénine par deux fois. Oui, alors, Violaine, il manque des chaises, bon, je ne sais pas trop comment faire. Vous l'entendrez, la voix de Lénine. Voilà, donc Lénine est présent dans Pétrograd 1918. Bien. Alors, le plan de mon intervention, je vais un peu vous faire l'histoire de la chose. Donc, ça commence par vous rappeler le projet qui était celui de Duel. Ensuite, ce qui s'est passé depuis 2001, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. Je parle dans l'espace de la musique, évidemment. Le projet 12 qui en a germé, le passage de la Timée à l'ICO, dispositif apparenté mais différent. Le projet. Pardon ? ICO. Oui, c'est le nom qu'a donné la boîte qui produit ça à l'icosaèdre. Enfin, c'est un nom propre. La Timée, c'est un nom propre que notre équipe avait donné au cube de haut-parleurs. C'est des noms propres d'une source électroacoustique de haut-parleurs, mais qui est différente. Je vais vous expliquer un peu la différence. Ensuite, je vous parlerai de l'œuvre elle-même, Pétrograd 1918, de ces différents mouvements, et puis je terminerai sur les suites de la chose, les problématiques, etc. D'accord ? Alors, il y a 20 ans, commençons par Duel. Donc, il y a 20 ans, je composais Duel, une œuvre de 45 minutes pour mezzo-soprano, violon, piano et dispositifs électroacoustiques, sur des poèmes de Geneviève Lioré, Nelly Sachs et Paul Celan, Anna Akhmatova et Emily Dickinson. Donc, des poèmes qui étaient déjà en français, en allemand, en russe et en anglais, 4 langues.
L'idée directrice de cette recherche qui se prolonge aujourd'hui, c'est d'étendre le discours musical par incorporation, éventuellement par adjonction, pour ceux qui sont un peu plus habitués à ce vocabulaire, d'images sonores de la musique, images musicalisées grâce à la timée, grâce au dispositif de projection. Alors, 4 convictions au principe de cette idée-là. Premièrement, ce qui sort d'un haut-parleur, ils sont derrière, là, ces petits trucs-là, à proprement parler, n'est pas de la musique, même s'il y a de la musique qui sort, mais une image sonore de la musique. Un peu comme ce qui sort d'un projecteur de cinéma, ce n'est pas exactement le monde, mais des images du monde. Quand vous avez la projection, c'est l'image de quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un. C'est la même chose pour ça. Ce n'est pas de la musique qui sort, c'est une image de la musique, une image sonore. Première conviction. Deuxième conviction, si vous travaillez dans une œuvre mixte, c'est-à-dire avec des instruments live et des sonorités qui sortent des haut-parleurs, donc un monde d'images, il ne faut pas le concevoir comme une dialectique entre deux mondes, à mon sens, mon orientation n'est pas celle-là, mais plutôt comme un monde qui est suffisamment vaste pour incorporer à l'intérieur de lui-même ses propres images. Un monde est assez vaste, par définition, d'ailleurs, tout monde est infini, par action. Un monde incorpore ses propres images. Bon, ici, ce n'est pas exactement le cas, mais enfin bon, vous avez quand même des choses qui ressemblent, vous avez des images, voilà. Je vous en projette, cette image, elle est dans notre monde, elle ne vient pas d'ailleurs. Donc, le monde musique, qui est lui-même basé sur les instruments de musique et le corps à corps, ce que j'appelle le corps à corps, c'est-à-dire le jeu instrumental du pianiste avec l'instrument, du pianiste ou n'importe qui d'autre, est suffisamment vaste pour être capable d'incorporer des images sonores de la musique. C'est ça le défi pour moi. Troisième conviction. Pour arriver à faire ça, il faut renverser la dialectique habituelle, enfin fréquente, qu'il y a entre l'électroacoustique et les instruments, qui était d'ailleurs une dialectique sur laquelle j'avais buté dans ma commande précédente qui s'appelait Dans la distance de l'IRCAM, qui était que d'habitude, on amplifie les instruments. Lorsque vous voulez mélanger des sonorités comme ça et des sonorités électroacoustiques, ça ne se fait pas acoustiquement, ça ne marche pas bien. Donc, la solution, habituellement, c'est d'amplifier ces instruments en sorte que la sonorité de l'instrument passe aussi par les haut-parleurs, comme un élément d'unification. Le grave inconvénient de ça, c'est qu'en fait, ce qui devient le facteur dirigeant, c'est le haut-parleur. Ce n'est plus l'instrument qui rayonne. Et ça, pour moi, c'était absolument désastreux comme pratique. Et donc, l'idée, c'est de renverser complètement ça. C'est-à-dire, au lieu de dire que les instruments vont être dirigés par les haut-parleurs en étant amplifiés, on va faire en sorte que les haut-parleurs soient dirigés selon le même principe que les instruments, c'est-à-dire vont être transformés en une soupe. Et donc, on va instrumentaliser les haut-parleurs en leur donnant la propriété d'être une source localisée, comme, vous voyez bien que les haut-parleurs ici ne sont pas localisés, ils vous entourent. Le piano, lui, n'est pas localisé. Enfin, il n'est pas global, il est localisé à un moment donné, il rayonne vers vous, de faire en sorte que les haut-parleurs, d'une façon, s'adressent à vous comme si c'était une source instrumentale. Donc, d'instrumentaliser au sens musical les haut-parleurs. Donc, renverser la dialectique. C'est-à-dire, ce qui doit diriger l'électroacoustique, c'est la musique, et non pas la musique doit être dirigée par l'électroacoustique. Troisième conviction. Quatrième conviction, pour arriver à faire ça, il faut incorporer les images en question dans un discours musical. C'est-à-dire non pas les disposer en une sorte de fond d'écran, vous voyez, de choses qui vous environneraient, en décoration, voire en milieu sonore immersif. De plus en plus, il y a l'idée que ce genre de choses crée une espèce de marée de son dans lequel on s'enfonce, c'est-à-dire au lieu d'être comme ça face à l'instrument, quand il y a ça, hop, ça s'allonge, et puis on baigne dans le dispositif. Voyez. Donc même la disposition du corps qui écoute change selon qu'il est face. C'est-à-dire que si face à moi qui vous parliez, vous étiez tous comme ça, je m'inquiéterais un peu. Voilà. Donc on est face à face, ça c'est le rapport de l'écoute. Donc il faut l'extension du monde musique par adjonction d'images doit correspondre à une extension du discours musical par adjonction de voix musicales imagées. Attendez, je chauffe. Donc ça, c'est le quatrième partie, la quatrième conviction. Donc, alors,
à ça s'ajoutait l'idée que stimuler l'opération donc endogène d'extension du monde musique, la stimuler par une opération cette fois exogène qui consistait à appuyer le discours musical sur des résonances avec un discours d'un autre type, c'est-à-dire un discours langagier, en l'occurrence matérialisé dans le cas de duel par un discours en 4 langues tiré de différents poèmes. Donc d'ailleurs, je vous signale au passage que le thème commun était finalement des figures maternelles mises en jeu dans ces différents poèmes. Et alors, une orientation, et pour terminer sur le projet duel, pour que toujours vous voyez la consécution avec le projet dont il va être question aujourd'hui, une orientation du travail avait très vite émergé de cette recherche, dès la toute première phase où j'avais fait ce que j'appelais à l'époque des portraits cubistes d'instruments. C'était celle que j'ai appelée de timéphonie, c'est-à-dire une capacité finalement par cet instrument de créer une sorte de polyphonie étendue. Par exemple, avec la timée, on arrivait à faire cet effet qui était assez intéressant, c'est-à-dire que vous aviez 4 personnes qui parlent en même temps 4 langues différentes. Si vous avez sur un seul haut-parleur, ce n'est pas possible parce que c'est complètement. Il se marche sur les pieds, quoi. Enfin, les voix sont. Alors évidemment, vous pouvez avoir un autre dispositif avec un haut-parleur aux 4 coins de la salle, etc. Et c'est comme si vous répartissiez vos personnes. Mais ça, ce n'est pas très intéressant. Par contre, avec ça, il était possible de faire un espèce d'effet de tribune, c'est-à-dire d'espacement où vous étiez toujours face à 4 personnes qui vous parlent simultanément et qui vous donnaient la possibilité à l'oreille, ce qui pour moi est toujours une caractéristique très importante de la polyphonie, la capacité de suivre, de distinguer les voix et d'en suivre une si vous le voulez. C'est-à-dire écouter quelqu'un qui parle, c'est comme si vous aviez 4 personnes, une qui parle en français, en anglais, en russe et en allemand. Ben, vous pouvez à ce moment-là vous choisir une des voix à suivre de la même manière que dans une fugue, vous pouvez décider de choisir une des voix entre le ténor, la basse, etc. Alors j'avais appelé ça la timéphonie, c'est-à-dire donc déjà une capacité de cet instrument d'étendre la polyphonie. Vous allez voir que c'est un principe essentiel. Bien, alors l'exemple de ça, c'est la cadence qui est la 11e partie de duel. Bon, là, je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez le plan de la cadence. Pour indiquer de quelle manière mon projet s'inscrit en prolongation de ça, au début du 5e mouvement, je reprends le début de la cadence de duel en prenant cette partie-là qui concerne en haut, qui concerne finalement la polyphonie ou l'hétérophonie entre 4 pianos et un clavecin. On ne l'entendra pas tout à l'heure. Je vous signale que cette cadence, vous pouvez l'écouter sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, avec une projection pour vous montrer ce qui se passe. Bien. Donc, ça, c'était première partie, duel. Maintenant, deuxième partie, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2001 ? Alors, d'abord, du côté de mon travail, il y a eu surtout clarification de l'idée d'hétérophonie. L'idée d'hétérophonie, je la conçois comme une sorte d'extension de la polyphonie, qui est là-haut, qui est une forme de coopération. Extension essentiellement d'une part par incorporation d'une antiphonie, l'émulation, bon, elle est un peu cachée par l'écran, mais c'est pas très grave. Et d'autre part, une figure que j'appelle de juxtaphonie, qui est plutôt une juxtaposition indifférente des voix. Alors, dans la polyphonie, les voix coopèrent. Dans l'antiphonie, les voix sont en émulation, avec en général 2 positions. Et ici, elles sont juxtaposées, donc ni coopérée ni émulation, mais dans une espèce d'indifférence tranquille, qui n'est pas. Voilà. Alors, donc dans cette voie de l'hétérophonie, j'ai composé plusieurs œuvres et en même temps, j'ai théorisé cette orientation. Bon, dans le texte, je vous renverrai en particulier au Richter carré hétérophonie que vous pouvez trouver aussi sur la chaîne YouTube et puis des textes que j'ai écrits là-dessus. Bon, ça, c'est en gros, disons, un aspect de mon travail depuis 20 ans. L'autre aspect… Pardon ? L'homophonie sera du côté de la non-rivalité, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais là, bon, après, là, c'est pour faire un hexagone logique. Hein, bon, le point le plus important, c'est l'idée que dans une polyphonie, ben d'ailleurs, je vais le développer après, mais le plus simple, ça serait peut-être de vous donner tout de suite la métaphore. Si vous prenez une métaphore politique, ah mais non, c'est après, non, c'est pas. Enfin, donc disons,
Polyphonie, c'est comme un collectif organisé autour d'une idée. Voilà, vous prenez une fugue de Bach, il y a un thème commun, thématique, et puis il y a 4 voix qui l'exposent, qui le varient en même temps. Donc il y a une coopération dans la polyphonie. Là, l'idée, c'est d'inclure des rapports entre des voix qui ne sont plus de coopération, mais qui ne sont pas la cacophonie, qui ne sont pas la rivalité, qui ne sont pas, etc., qui sont des rapports d'émulation. Et je vous signale que dans la problématique communiste, l'émulation est très importante. Il y a un texte de Lénine intéressant qui dit en 1919 qu'il faut développer l'émulation entre les gens. Donc l'émulation, ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas la rivalité, mais c'est… voilà. Et puis d'autre part, des possibilités où simplement il y a des différences qui sont juxtaposées, qui ne sont ni en coopération, mais qui s'accordent comme des différences entre les peuples dans l'humanité. Voilà. Voyez bien que si vous prenez vous remplacez les voix par les peuples, bon, l'humanité est faite de différents peuples, ça c'est essentiel, principe essentiel. Il ne faut pas du tout penser l'humanité comme un seul peuple, ça je ne crois pas, je pense que c'est une catastrophe. Il y a différents pays. Et entre les pays et les peuples, vous pouvez avoir des coopérations, vous pouvez avoir des émulations qui sont tout à fait saines, et puis vous pouvez avoir, j'ai eu sa position, de différences qui ne posent pas de problème. Voilà. Et l'ensemble crée une sorte de coopération, de coexistence pacifique dans l'humanité de ces différences-là. Bien. Bien, alors mon travail donc s'est orienté vers ça. Mais pendant ce temps-là, la situation de la musique a complètement changé, et pas tellement dans le bon sens. Parce que dans les 20 années qui nous séparent de 2001, la situation musicale et compositionnelle s'est complètement retournée sur 5 points au moins. L'art musical s'est trouvé noyé dans les arts sonores. Maintenant, on parle quasiment plus d'art musical, mais d'art sonore. Alors, je ne sais pas si les arts sonores existent ou n'existent pas. J'ai rien contre le fait qu'ils existent, mais en tous les cas, l'art musical n'est sûrement pas un art sonore. Deuxièmement, le discours musical lui-même s'est trouvé complètement raturé au profit des ambiances sonores. Voilà, des ambiances, des climats dans lesquels vous êtes, mais la caractéristique de discours s'est complètement effacée. Troisièmement, l'écoute du discours musical et le face-à-face qui constitue l'écoute du discours a été remplacé par l'immersion avec sa dimension maintenant écologique. C'est-à-dire qu'on est immergé dans le son comme l'homme serait immergé dans la nature, dans son environnement. Enfin, vous voyez bien tous les thèmes qui vont avec. Quatrièmement, l'idée même d'œuvre a été récusée au profit de la performance, donc de l'action immédiate. Et cinquièmement, l'écriture musicale, qui pour moi est absolument essentielle, parce que la musique a avancé son écriture à partir du 9e siècle, on verra s'il en est question cet après-midi. Oui, Violaine ? Oui, voilà. Pour moi, c'est ce qui change complètement la musique par rapport à ce qui se passait avant. Dans l'Antiquité, la musique n'était pas distincte du poème. Elle n'avait pas d'écriture propre. Donc, le fait que la musique se dote de son écriture propre, c'est-à-dire du solfège, fait que la musique naît dans son autonomie. Bon, ben, cette chose-là a été complètement, là aussi, raturée au nom du fait que les notes, c'est un vieux truc, au profit de la notation graphique, narrative, informatique. Avec ce paradoxe qui est toujours assez sidérant, c'est que ceux qui parlent de notation informatique, eux-mêmes peuvent utiliser ce qu'on appelle la norme MIDI. Or, la norme MIDI elle-même, elle est fondée sur la note. Note off, note on, pour ceux qui savent comment ça marche. Passons. Donc, pendant que j'écrivais, moi, les 4 tomes du monde musique, qui essayaient de formuler et de formaliser une conception moderne de l'art musical, ce même monde musique était systématiquement déconstruit. Alors, vous savez, vous voyez bien que la déconstruction, c'est la forme faible de la destruction. Déconstruction, c'est une forme de destruction, mais la forme faible. Et était systématiquement déconstruit. On déconstruisait l'écriture, le discours, l'écoute, l'œuvre et finalement l'art musical lui-même. Bon, voilà, alors ça c'est comme ça, ça ne dépend pas de moi. Alors ma position, c'est quoi? C'est qu'en fait, bon, moi je ne cède pas sur mon désir musical de discours, d'écoute, d'écriture et d'œuvre musicale. Et d'une certaine façon, je m'attache à continuer jusqu'au bout ce qui me semble, pour parler comme saint Paul, un juste combat. C'est-à-dire le juste combat de la modernité contre quoi? Contre la postmodernité qui, pour moi, est essentiellement quelque chose qui a un caractère nihiliste, fondamentalement nihiliste, c'est-à-dire non affirmatif.
c'est-à-dire vouloir le rien ou ne rien vouloir, quelque chose comme ça. Bon, je suis né, moi, intellectuellement, dans les années 60 du XXe siècle. Je me dois de continuer le combat des modernités émancipatrices, c'est ma position, contre la postmodernité nihiliste qui déferle très précisément à partir de la fin des années 70. C'est assez facile de faire la généalogie de tout ça. Alors, petite incidente, par honnêteté, bon, il me faut bien prendre acte du fait qu'un vaste soulèvement de l'humanité tout entière, poursuivi avec enthousiasme et acharnement pendant 150 ans, de 1827 à 1976. Alors pourquoi 1827 ? Parce qu'on peut dire que c'est la fin de la musique classique, mais c'est aussi la déclaration de la modernité mathématique avec Gauss qui déclare à ce moment-là la modernité géométrique. Je fais référence à. Et 1976, ben, c'est la fin de la révolution communiste en Chine, avec la prise du pouvoir par Deng Xiaoping qui conduit jusqu'à la Chine aujourd'hui, qui est prête à dévaster le monde en luttant contre les Américains. Donc, ce soulèvement de 150 ans, c'est terminé, il faut bien en prendre acte. Soulèvement pourtant qui a enflammé toutes les pensées, aussi bien politiques, mathématiques, artistiques et même amoureuses ou sexuelles. Alors évidemment, on peut, à la manière de Debussy, ironiser sur des gens comme moi en disant que je n'ai fait là que prendre un crépuscule pour une aurore. Vous savez, c'est ce que Debussy disait sur Wagner. Debussy, qui par ailleurs a été non seulement admirateur de Wagner, mais a pompé sur lui assez largement. Hein. Je parle, bon. Le personnage de Claude Debussy est un personnage, je trouve, assez détestable pour ma part. Hein. Outre le fait qu'en 1914, il est converti dans le chauvinisme et il est rentré dans la guerre interimpérialiste, bien en tête. Bon. Alors, rien là pourtant pour moi, dans les années 60, qui puisse prendre la forme méprisable des illusions perdues. Bon, le thème aujourd'hui est à la mode parce qu'on a ressorti le roman de Balzac, je ne sais pas si vous, là, avec un film qui est pas mal fait d'ailleurs, qui est assez intéressant. Pour moi, ça ne vaut pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne s'agissait pas d'illusions, mais de bien, de réel et justifié soulèvement. Alors, est-ce que le crépuscule fut une illusion ? Alors, je m'appuie là-dessus, chacun choisit ses armes, hein. Sur le fait que, en fait, crépuscule, la signification originelle de crépuscule, c'est une lumière fragile, intermédiaire, qui vaut aussi bien pour le matin que pour le soir. Crépuscule n'est pas originellement en français attaché à un soir, à une lumière qui s'éteint, mais qui peut valoir autant pour une lumière qui germe. Balzac parle de crépuscule du matin et Michel Butor parle du crépuscule de l'aube. Donc, crépuscule constitue en français, vous voyez, un mot qui est intéressant, qui correspond, pour ceux qui connaissent l'arabe, au abdad, c'est-à-dire à des mots qui sont ambivalents, qui veulent dire une chose et son contraire. C'est-à-dire, en fait, qui saisissent l'unité des contraires comme telle, la relation des contraires. Vous en avez un exemple en français canonique qui est le verbe de louer. Vous dites « je loue mon appartement », vous ne savez pas si vous êtes propriétaire qui est loué ou si l'appartement que vous habitez, vous-même, vous le louez. C'est un mot qui désigne une relation de location sans spécifier dans quelle position vous êtes. Bah, crépuscule, c'est un mot comme ça, en fait, si vous le prenez. Voilà. Donc, c'est un moment transitoire indexé par une lumière propre, instable, qui est indécidablement soit promesse, si c'est crépuscule de l'aube, ou agonie, si c'est crépuscule du soir. Donc, c'est un mot qui requiert de décider si l'on va stériliser cette lumière, considérant qu'elle est éteinte, ou au contraire la fertiliser. Donc, moi, ma position est bien sûr de traiter ce crépuscule comme une aube, sans doute avortée, mais promesse de quelque chose. Donc, ma position est claire, généralement, c'est tenir le point de vue des modernités crépusculaires, si vous voulez, mais crépusculaires au sens où je viens de dire, contre la postmodernité nihiliste. Pour cela, alors ça c'est un point très important, considérer que les défaillances de ces modernités, parce qu'il faut bien admettre que si ça capotait, c'est parce qu'elles ont défailli, que ces défaillances sont l'affaire elle-même des modernités. C'est-à-dire ça ne sert à rien de dire c'est la faute à l'autre. Évidemment qu'il y a des ennemis des modernités, évidemment que ces ennemis font leur travail, mais on ne va pas reprocher à l'ennemi d'être un ennemi, c'est complètement idiot, bon, il fait son travail. Le point par contre, s'il l'a emporté, c'est que c'est notre responsabilité, ce n'est pas la sienne. Donc là, il y a effectivement à comprendre quelles ont été les faiblesses de ces modernités qui ont pu faire qu'elles ont buté là-dessus. Ça, j'appelle ça la leçon Parsifal, parce que si vous connaissez Parsifal et son livret, ce qui est très intéressant, c'est qu'au second
Second acte de Parsifal. Parsifal, qui est un jeune naïf, un jeune pecno qui sort, qui ne connaît rien, etc., qui n'est pas terrorisé par Klingsor, qui domine le truc. Alors, Klingsor, c'est justement les puissances sophistiques, post-modernes, patati patata. Et à la fin du second acte, il suffit qu'ils disent non à Klingsor pour qu'aussitôt les armes de Klingsor tombent. L'épée tombe, d'ailleurs, dans un moment en faveur assez admirable dans Parsifal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les armes de l'ennemi sont d'autant plus fortes qu'on les traite comme armes et que nous-mêmes, on en a peur. Et que si, par contre, on est capable de dire non, voilà nos propres positions, les armes de l'ennemi, non pas disparaissent, n'exagérons pas, mais d'une façon s'affaiblir. Donc ça, prendre les choses du point de nos responsabilités et pas de responsabilité adverse. Ça correspond au fait, si vous voulez, que si aujourd'hui vous dites anticapitaliste, bon d'accord, c'est bien, mais ça mène à rien, parce que finalement, d'accord, mais quoi? Donc il faut traiter la question de votre capacité d'avoir des affirmations. Sinon, vous êtes à courir derrière les autres en disant c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien. Oui, ben d'accord, mais l'autre il répond tout le temps c'est pas bien, mais enfin c'est ce qu'il y a de moins mal. Vous savez, c'est la formule de Churchill. Donc il faut renverser la chose. Donc le problème, c'est, si on le prend comme ça, c'est de savoir comment on peut continuer d'infléchir ce que l'on soutient, parce qu'il faut l'infléchir, sinon on est dogmatique, en apprenant à marcher droit sur une surface courbe. Je dis ça parce que, par ailleurs, j'ai traité dans un autre espace de la modernité mathématique de Gauss, qui montre justement l'importance de ce point-là. C'est-à-dire, sur une surface courbe, on peut marcher droit, mais droit en un autre sens, au sens de ce qu'on appelle mathématiquement une géodésique. Bien, donc tout ceci, ça c'était pour terminer ce qui s'est passé depuis 2001, tout ceci m'a conduit à l'idée de reprendre le fil de duel en l'infléchissant, donc continuer, mais pour ça en l'infléchissant, d'où le nouveau projet qui s'est appelé 12 et qui a pris tournure en 2019. Alors, ce projet, troisième partie, le projet 12, ce projet a articulé deux volets. D'une part, infléchir mon discours musical pour mieux en prolonger les principales caractéristiques, je vais vous les développer, et d'autre part, prendre un appui de type nouveau dans d'autres discours artistiques non musicaux, c'est-à-dire cinématographiques et théâtrales. Alors, discours musical. Il s'agissait pour moi de continuer de composer un discours musical moderne. Quand je dis moderne, c'est-à-dire non classique, qui soit doté de trois propriétés qui pour moi sont essentielles. Être un discours hétérophonique, être un discours harmonique et être un discours expressif. Alors, selon une métaphore idéologico-politique qui m'est chère, mais vous pouvez vous en dispenser, mais enfin je vous la donne, vous en faites ce que vous en voulez. La dimension hétérophonique, finalement, figure musicalement le discours d'un peuple, aux nombreuses voix coopérant, s'émulant, coexistant. Et vous entendrez tout à l'heure, le premier mouvement de Pétrograd, qui s'appelle Nuit de Pétrograd, est consacré précisément, exemplairement, à magnifier ce discours hétérophonique du peuple russe. À l'époque, dans les années 20, enfin, à l'époque de la guerre civile. Deuxièmement, la dimension harmonique figure pour moi musicalement le discours d'un collectif organisé autour d'un projet commun. S'il y a une harmonie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui crée, enfin, qui figure l'unité de la polyphonie en question sous une forme harmonique. Et la troisième chose, la dimension expressive, figure musicalement le fait que ces discours sont des discours subjectifs et subjectivement adressés à des partenaires. Il ne s'agit pas d'un discours de savoir en objectivité, en surplomb, ou quelques clercs éclairent d'en haut, quelques subalternes. Il s'agit de projets et donc de quelque chose qui est subjectivé. Voilà. Donc, il s'agit pour moi d'étendre le discours musical par une nouvelle dimension hétérophonique, par une dimension harmonique qui ne soit pas tonale ou modale, et par une reprise de l'expressivité qui avait été magnifiée par le romantisme, et en partie soustraite par la première modernité. La première modernité, je parle en musique, c'est faite assez explicitement, et même la seconde d'ailleurs, contre le romantisme. En tous les cas, par exemple, si vous prenez Boulez, il y a des déclarations extrêmement claires sur le fait que le romantisme, c'est ce qu'il faut récuser. Alors, au passage, je vous indique que la question du romantisme me paraît une question intéressante à reprendre parce qu'elle est assez compliquée, parce que, vous voyez, classiquement en musique, elle se situe entre le classicisme qui se termine avec Beethoven, le romantisme, disons, démarre avec Schubert, pour simplifier,
et puis la modernité qui démarre avec Schoenberg. Voilà. Et alors, est-ce que le romantisme, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Est-ce que c'est la fin du classicisme ou est-ce que c'est le début de la modernité? Je pense, pour ma part maintenant, que beaucoup plus intéressant, et ça fait partie des inflexions de ma problématique, de considérer que c'est le début de la modernité, une sorte de pré-modernité. Mais ça suppose un travail, et il est question d'ailleurs qu'on y consacre l'année prochaine du séminaire Magnifique à cette question-là, une réévaluation de ce que le romantisme dit. Sachant que la question du romantisme est assez compliquée, parce que là, je vous l'expose musicalement, mais si vous la prenez littérairement, etc., c'est encore une autre affaire. Philosophiquement, c'en est aussi une autre, puisque vous savez que le romantisme démarre par le romantisme allemand, qui cette fois est à la fin du XVIIIe. Les frères Schlegel, etc., Novalis. Et d'ailleurs, dans un rapport assez surprenant, mais très, très stimulant, avec les mathématiques. Parce qu'en fait, il y a une corrélation très étrange sur laquelle il y a un livre de Benoît Timmerman qui est absolument formidable, qui montre que le premier romantisme allemand, celui de Novalis et Schlegel, etc., était inspiré par l'algèbre moderne. Alors, l'algèbre moderne n'est pas encore constituée, c'est une affaire assez compliquée. Mais vous voyez bien que si vous prenez le romantisme littéraire français, on va dire, dont l'emblème, ça serait, mettons, Victor Hugo, je sais pas, non, enfin, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, etc. En France, le romantisme, c'est plutôt une école qui s'est opposée au positivisme, à Auguste Comte. Auguste Comte disait, en gros, le paradigme de la pensée moderne, c'est les sciences, et puis les romantiques s'opposaient à ça en disant, le paradigme de la pensée moderne, c'est les arts. Donc, il y avait une sorte de rivalité avec les sciences, avec le positivisme. Ben, le premier romantisme allemand n'est pas du tout dans cette rivalité-là, puisqu'au contraire, il est dans une forme de résonance entre pensée littéraire, philosophico-littéraire du romantisme et algèbre et mathématiques. Vous voyez, donc tout ça pour dire que la question du romantisme, c'est assez compliqué. Et puis alors après, il y a la question, évidemment, en peinture, etc. On avait été voir ensemble l'exposition de Delacroix. Par exemple, il m'avait semblé assez évident que Delacroix, d'une façon, est le premier romantique, et il y a quelque chose de très moderne. Bon, ben voilà. Bon, donc, il y a, vous voyez, un des tournants, c'est la question de reprendre la question du romantisme du point de la modernité, alors que jusqu'à présent, j'étais plutôt dans une position de dire la modernité est née au XXe siècle, mais en fait, elle a une pré-modernité romantique. Et la question de l'expressivité a à voir avec ça. Alors, ceci renvoie, bon, mais là, je vais aller plus rapidement, à la question du travail du négatif qui m'occupe pas mal, parce que, vous voyez bien, la question c'est que il y a, dans la modernité, il y a une part évidemment affirmative, mais il y a une part constituante très importante qui est négative, contre le romantisme ou contre le classicisme, et en particulier qui a pris la forme, d'ailleurs sur laquelle Alain Badiou a pas mal disserté, une forme soustractive, qui est une forme faible. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de négations. Hein. Il y a une négation destructrice et il y a une négation soustractive. Ce n'est pas exactement la même chose. Vous voyez, dans le cas de la musique, c'est-à-dire que la musique moderne s'est avancée comme se soustrayant à la tonalité, musique A tonale, A est un A privatif, donc ce n'est pas destruction, c'est soustrait. A thématique, se soustrayant aux thématiques, A thématique, et se soustrayant au mètre, à la carrure métrique, A métrique. Donc, vous voyez bien, il y a une sorte de caractérisation de la modernité qui s'est faite sous un signe de la soustraction, donc d'une négation faible. Alors, je pense que si on veut continuer de tenir qu'on est toujours dans la modernité pour ne pas être noyé dans la postmodernité nihiliste dont le déchaînement, malheureusement, est encore devant nous, enfin, il faut d'une certaine façon nier ces négations. Donc, faire quelque chose qui prend la forme d'une double négation, ou plutôt de ce que j'aime appeler une négation doublée, parce que la manière dont vous allez nier la négation n'est pas exactement la même. Vous avez une négation qui est soustractive, mais vous n'allez pas soustraire la soustraction, vous allez faire une autre opération. Donc, c'est une négation doublée, parce que vous niez d'une autre manière une première. Alors, pour moi, la forme exemplaire de ça, c'est la forme que j'appelle expansive, de l'extension, extensive, qui ne détruisent pas, n'abandonnent pas, ne soustrait pas l'ancien, mais le subsume et le conserve, mais comme relégué dans quelques réserves particulières.
Le paradigme de ça nous est venu des mathématiques, hein, et pour ceux qui ont suivi, c'est par exemple l'extension du corps des rationnels par le corps des réels, selon par adjonction des coupures chez Dedekind. Je vous renvoie. Mais c'est assez exactement, si vous le prenez par un autre bout, par le côté plutôt philosophique, lié au concept qu'il y a chez Hegel et qu'on retrouve chez Marx de Aufhebung. Et je vous renvoie pour ça à certains travaux intéressants de Lucien Sèvres, avec lequel je ne suis pas du tout d'accord politiquement, mais qui est quand même intéressant, pour montrer que Aufhebung, finalement, pourrait être mieux traduit en français par l'idée de relève, de subsomption, de dépassement, voire d'extension. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une forme de négation intéressante. De négation doublée. Bon, je ne m'étends pas trop là-dessus, mais donc, si vous voulez, en gros, mon idée est la suivante. Si on formule l'idée négativement, il ne s'agit plus de récuser l'expressivité et ses connotations romantisantes. Ben, vous savez, Stravinsky s'est fait une spécialité de ça, de récuser l'expressivité. Enfin, la modernité doit être anti-expressive. Il ne s'agit pas non plus de récuser l'harmonie avec ses connotations tonalisantes, non plus de ne plus récuser la discursivité et ses connotations thématisantes, mais sans pour autant, évidemment, revenir aux affirmations romantiques, tonales et thématiques, sans pour autant, donc, évidemment, devenir néo-romantique, néo-tonal ou néo-thématique. Et alors, si on la formule affirmativement, il s'agit de dégager une expressivité, une harmonie et une discursivité de type nouveau, soyons modestes, de type nouveau dans mon œuvre propre. Enfin, je ne veux pas prétendre à plus que ce dont je suis capable. Donc, alors, il s'agit de composer donc un discours musical, qui soit à la fois hétérophonique, harmonique et expressif. Bon, hétérophonique, je vous l'ai déjà indiqué. Harmonique, là, c'est un peu compliqué parce que, si vous voulez, on peut choisir entre trois positions. On peut dire la musique moderne n'est plus normée par la dialectique harmonie-mélodie. Je crois que c'est vrai. Mais il y en a un certain nombre qui en concluent que donc la musique moderne n'a plus d'harmonie. L'harmonie n'est plus une catégorie constituante de la modernité musicale. Bon, moi, ça ne me convient pas. Voilà. Alors, il y en a une autre qui est plutôt de considérer qu'il faudrait se soustraire à l'harmonie, très exactement à la possibilité discursive de l'harmonie, c'est-à-dire d'avoir une discursivité harmonique. Qui dit discursivité harmonique veut dire enchaînement d'accords, pour simplifier, pas simplement. On est capable de faire une discursivité en enchaînant des accords. Et alors cette voie, évidemment, on peut la reconnaître dans ceux qui se sont orientés selon la voie spectrale du timbre, qui est plutôt la voie de remplacer de quelque chose, donc la forme faible de négation qui remplace la catégorie d'harmonie par la catégorie de timbre. Et vous savez savoir que dans la musique timbrale, précisément, on a un timbre. Il n'y a pas de dialectique entre un timbre et un autre. Hein. On explore un timbre et ses possibilités. Et la troisième, donc c'est la mienne, c'est d'essayer d'inventer des discours harmoniques non tonaux ou non modaux, selon la voie expansive. Alors, dans mon cas, ça prend la forme dans le duel de ces deux chorales, par exemple. Je vais vous les jouer au piano, comme ça vous allez voir. Qui, à leur manière, proposent un discours harmonique. Alors, le premier, c'est l'enchaînement de 12 accords à 7 voix, et qui sont les 12 tirés de 12 accords arc-en-ciel, de série arc-en-ciel que j'utilise. Bon, je vous passe le détail de la facture de la chose. Ça donne ça. Phrase et deuxième. Voilà. Ça, c'est un exemple de ce que j'appelle un discours harmonique. Donc, vous voyez que
il est fait par enchaînement d'accords et sans être normé, évidemment, par les enchaînements tonaux ou modaux. Ça, c'est un premier exemple qui opère dans Petrograd, enfin qui structure. En tous les cas, il y a une partie très importante de Petrograd qui est le travail harmonique pour donner une dimension harmonique au discours musical et qui a ça comme structure fondamentale. Un autre exemple, c'est un choral qui intervient à la fin, alors là, qui est encore plus phrasé, qui est ça. Ces deux exemples, parce que, qui sont deux exemples de ce que j'appelle une discursivité harmonique qui est déployée, utilisée, soit explicite, soit en arrière-fond de la composition. L'hétérophonie, je vous en ai parlé. Alors, vous entendez tout à l'heure, l'exemple le plus frappant, c'est au début du premier mouvement, Nuit de Pétrograd, après, je vais vous en parler, mais enfin, disons rapidement, c'est fait avec des collages de musique russe. Et vous voyez, ça se défile ici dans l'ordre. Vous avez 17 voix, 17 enregistrements. Et puis, vous avez, alors vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a dedans, mais disons, chacun des fichiers rose, bonbon, là, je ne sais pas trop quoi, c'est donc la durée d'intervention de la chose. Et il y a une sorte de forme un peu fugato qui est dans ce premier mouvement, parce que vous avez 5 voix qui rentrent en se superposant, mais évidemment qui ne sont pas monothématiques, qui sont complètement différentes, vous entendrez ça tout à l'heure. Après, vous avez un divertissement et vous avez à la fin une strette, c'est-à-dire une reprise de ces voix-là, mais resserrée. Bien. Je ne m'étends pas là-dessus, mais disons l'emblème de l'hétérophonie dans Petrograd, vous l'entendrez tout à l'heure, elle est un peu donnée dans ce premier mouvement. Et par donc là des rapports qui ne sont pas des rapports de coopération, parce qu'en plus c'est les fichiers que j'ai pris qui sont séparés, donc les voix ne sont pas destinées à coopérer, elles peuvent être en émulation, certaines fois en coopération inventée, d'autres fois en indifférence juxtaposée, vous verrez, enfin vous écouterez surtout. Et alors expressivité, ça repose pour moi sur l'importance cardinale de l'exécution de l'interprétation, c'est-à-dire le fait que la partition va être mise en jeu, jouée par quelqu'un. Là, en l'occurrence, c'est par un pianiste, une pianiste, Florence Millet, dans ce que j'appelle le corps à corps, c'est-à-dire le corps à corps entre un corps physiologique, le mien, et puis le corps instrumental du piano. Bon, il faudrait détailler ce point-là. J'ai fait une intervention, un colloque à Lyon là-dessus. Je vous en indiquerai la chose. Je ne m'étends pas sur ce point-là. Bon, ça, c'était le premier point qui fait donc 12 points de traité d'avancée dans la question d'un discours musical hétérophonique, harmonique et expressif. Deuxième composante, prendre appui sur des discours non musicaux. Alors ça, c'est pour moi très important parce que si vous voulez, l'autonomie de la musique, je pense que la musique est autonome. Autonome veut dire être capable de se normer soi-même, de se donner ses propres lois. La musique obéit aux lois musicales qu'elle se donne. Mais cette autonomie, comme toutes les autonomies, est relative. Elle n'est pas absolue. Ça veut dire que ce n'est pas une autarcie, ce n'est pas une tour d'ivoire. Elle est toujours une autonomie, ce qui émerge sur une base donnée. Pour ceux qui suivent le séminaire Mamifie, les travaux d'André Respan sont absolument passionnants pour ça, de montrer à quelles conditions quelque chose peut émerger en constituant une autonomie. Il y a un théorème très précis pour dégager ces conditions-là. Et vous voyez bien que si vous regardez l'histoire de l'univers, pour prendre vraiment la cosmologie, vous voyez bien que vous avez eu d'abord la vie inanimée, après la vie qui a émergé, on ne sait pas comment, elle a émergé, puis après a émergé la conscience sur la vie, c'est encore autre chose, après a émergé le langage, et après a émergé la pensée, avec cette hypothèse que la pensée n'est pas du tout normée par le langage. Ça, c'est l'hypothèse que la pensée est normée par le langage, c'est l'hypothèse désastreuse du néopositivisme ou de la philosophie analytique. Bon.
voyez bien, vous avez un système d'émergence. Alors évidemment, la pensée, elle dépend de tout ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'univers, il n'y aurait pas de pensée, ben, évidemment. S'il n'y avait pas la vie, il n'y aurait pas le langage, d'accord. Mais ça ne fait pas du langage quelque chose qui serait normé par la biologie. C'est pas vrai. Il y a justement une autonomie relative. Relative. Ben, la musique, c'est pareil. C'est évident que s'il n'y avait pas d'instrument, s'il n'y avait pas, etc., il n'y aurait pas la musique. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que la musique elle-même, dans sa discursivité, dans son autonomie, dans ses lois propres, dans sa pensée propre, est pour autant normée transitivement par les lois du monde ordinaire. Ce n'est pas vrai. C'est le principe même, encore une fois, de l'émergence. Donc, c'est très important parce que ça renvoie, vous savez, à deux directives idéologico-politiques qui, pour en tous les cas des gens comme moi, ont été décisives, mais qui retrouvent, à mon avis, une importance très grande aujourd'hui. L'idée est compter principalement sur ses propres forces. Bah, c'est la question d'ailleurs qui se passe en Ukraine. Enfin, c'est-à-dire, si on veut lutter, il faut compter principalement sur ses propres forces. Sinon, vous êtes dépendant des autres, etc. Alors, principalement, on ne veut pas dire uniquement sur ses propres forces. Évidemment que vous devez aussi avoir des forces des alliés, évidemment. Mais la déterminante, c'est les déterminations intrinsèques. Et la deuxième leçon aussi dialectique qui a été très importante et qui me semble toujours valide, c'est la primauté des causes internes. Dans un phénomène, c'est les causes internes qui déterminent l'évolution du phénomène et les causes externes agissent par les causes internes. Donc, bien sûr qu'il y a des causes externes qui sont aussi leur importance, mais elles agissent par les causes internes. C'est aussi pour ça que si, je veux dire, on est responsable d'échecs dans la modernité, c'est d'abord les causes internes qu'il faut traiter, bien sûr, et pas accuser les causes externes ou de dire c'est parce que l'ennemi était fort. Oui, enfin, si l'ennemi était suffisamment fort, c'est parce que toi-même, tu étais faible. Ça, c'est ton affaire. Bien, d'où l'idée quand même que pour avancer là-dedans, il est important d'avoir des alliés, de créer des alliés, une alliance possible. Et donc, ça, c'était l'idée de développer, alors, c'est le projet 12, une collaboration avec deux amis, l'un cinéaste et l'autre metteur en scène. Alors, premièrement, alors, donc, de prendre appui d'abord sur le discours poétique. Le discours poétique, c'est donc le poème 12 qui circule. Oui, enfin bon, voilà. Alors, pourquoi prendre ce poème-là ? Parce que le poème donc, décrit une journée de Pétrograd, une nuit de Pétrograd plus exactement, à la fin de janvier 1918. Alors, d'une part, parce que j'ai un vieux rapport personnel à ce poème que j'ai découvert en fait par l'intermédiaire d'un cousin qui est marié à une Russe. Deuxièmement, à la fin du poème, il y a une énigme qui m'intéresse depuis longtemps, qui est apparaît Jésus-Christ à la tête des gardes rouges. C'est étrange. Et donc la question de savoir de quoi Jésus-Christ est-il exactement le nom dans cette apparition. Bon. Troisièmement, le caractère bigarré, quasi hétérophonique du poème, ces séquences en commedia dell'arte, parce qu'il y a un Petrouchka qui est un peu l'équivalent du Pierrot de la commedia dell'arte. Tout ceci m'avait semblé constituer une bonne base pour une collaboration envisagée avec l'art du cinéma et l'art du théâtre. Et puis finalement, le caractère tragique donné par le poème à la Révolution d'Octobre, parce que là, on saisit les gardes rouges au moment où ils rentrent dans la guerre civile. Je vous rappelle que dans la guerre civile se fait contre le tsar, évidemment, mais se fait aussi contre 14 armées occidentales qui sont rentrées en guerre contre la Russie sans déclarer la guerre, dont la France. Alors, vous voyez, le camp occidental, l'Occident, etc., vous remplacez ça par l'OTAN, vous voyez très bien ce que ça veut dire. Donc, dès qu'il y a eu une émancipation des Russes contre le tsar, 14 armées occidentales, France, Grande-Bretagne, patati patata, sont rentrées en Russie sans, etc., sans Berlinier, la République française, Troisième République, etc. Voilà ce dont ils sont capables. Donc, ça a été évidemment un désastre pour la Russie, dont elle est sortie victorieuse, mais à quel prix ? Bon. Alors, la 12 se situe en janvier 1918, et donc il est clair que les 12 gardes rouges qui traversent Pétrograd vont à la mort. Parce que c'est... Voilà. Donc ça, c'était quelque chose d'intéressant pour se réclamer de la révolution russe sans l'exalter, voyez, en disant patati patata, octobre 17, l'insurrection, on va recommencer, etc. Bon, tout ça, c'est pas sérieux, pas sérieux. Bien. Et alors, d'où la question, comment se rapporter à cet événement-là ? La réponse que j'en donne, c'est dans les interventions du récitant. Le récitant dont je vais vous parler après, qui intervient dedans,
je ne vous lis pas le récitant, vous en écouterez tout à l'heure des extraits, enfin, puisque chaque mouvement est introduit par un récitant, mais c'est là-dedans d'une façon que je déclare, d'une façon, à mon avis, le sens que je vois de ce poème-là et de cette situation-là pour nous aujourd'hui. Alors, l'alliance après, alors ça c'est l'alliance avec le discours poétique de Alexandre Bloch. L'alliance avec le discours cinématographique et théâtral, donc c'est le projet qui a été engagé avec mes deux amis à l'automne 2019 pour finalement échouer 2 ans plus tard. Alors les raisons de cet échec, moi j'en vois 4. Premièrement, il n'est pas sûr que la proposition de l'hétérophonie que j'avais faite à ces amis puisse convenir au discours cinématographique ou théâtral. Disons, l'idée d'hétérophonie musicalement marche bien, il n'est pas sûr que cinématographiquement et théâtralement, elle soit aussi appropriée. Deuxièmement, il n'est pas sûr que les rapports entre les 4 arts, qui étaient au principe de 12, musique, poésie, cinéma, théâtre, puissent être pensés elles-mêmes comme une hétérophonie. L'idée d'hétérophonie entre des discours artistiques de types différents n'est pas forcément la bonne. On était parti sur cette hypothèse-là quand même. Troisièmement, il s'agissait de partager l'ICO, dont on va voir tout à l'heure. Or là, sur l'ICO, il y avait un déséquilibre très grand entre moi, qui pratiquais cette affaire-là depuis plus de 20 ans, et puis mes amis qui étaient devant un peu comme une mouche devant une cuillère, enfin pas une mouche, comment dit-on, une poule devant un couteau, merci, voilà. Donc l'ICO, voilà, était pour eux beaucoup plus une énigme que ça l'était pour moi. Et quatrièmement, le poème 12 lui-même, évidemment éveillé des sensibilités différentes, à la fois sur la poésie et puis sur la situation politique concernée, où on était évidemment tous du même bord globalement, mais on n'avait pas forcément la même sensibilité là-dessus. Voilà, donc à mon avis, ça a échoué pour ces 4 raisons, que le projet était peut-être orienté de manière trop incertaine. Bref, il n'a pas pu être tenu. Et donc, le résultat concret, c'est que je me suis retrouvé l'année dernière avec 4 mouvements que j'avais déjà composés, c'est-à-dire environ 50 minutes de musique, parce qu'on avait projeté de faire 12 stations en ayant chacun 4. Moi, j'avais composé les 4 miennes, et dans un chemin à 12 stations, ben, alors on peut dire chemin de croix, mais le poème lui-même de 12 est en 12 poèmes. Hein, donc le 12, et puis le 12, c'est aussi la dodécaphonie, etc. Enfin, bon, ne lui donnons pas forcément un contenu religieux trop précis. Toujours est-il que, voilà, moi je me suis retrouvé avec 4 mouvements qui étaient prévus pour être une proposition pour le cinéma et le théâtre. Et qu'est-ce que j'allais faire de ça? Et c'est à ce moment-là qu'est né le projet Petrograd 1918. Donc j'en arrive à ce projet-là. Avant, je vais vous faire une petite explication sur le rapport de l'ICO à la Timée. Alors, la Timée, vous voyez à gauche, c'était un cube de haut-parleur qui était un prototype réalisé par l'IRCAM, qui était associé à un logiciel ad hoc pour piloter ça. L'ICO elle-même, c'est un icosaèdre qui est donc fait de 20 haut-parleurs, qui est commercialisé, ce n'est pas fait par l'IRCAM, par la société Sonible, et qui est présenté, pour moi, ce n'est pas le meilleur, sous le symbole immersion. Vous voyez, alors que moi, justement, je lutte contre l'immersion. Et qui, en plus, est associé, évidemment, à une paramétrisation fixée, parce que quand il fixe ça, il fixe le logiciel qui est à côté, et vous êtes bien obligé de piloter avec les paramètres qu'il vous donne. Alors, la Timée était tournée vers le rayonnement, qui était une orientation de recherche de l'IRCAM dans les années 2000, duale de l'autre orientation, qui était plutôt immersive, qui s'appelait la WFS, Wave Field Synthesis. Donc, la Timée matérialisait une source localisée, alors que l'autre orientation matérialise une scène dans laquelle on se plonge. D'un côté, vous avez une source à laquelle vous faites face, et de l'autre côté, vous avez une scène ou un milieu dans lequel vous baignez. Vous voyez, c'est les 2 orientations absolument opposées. Donc, la Timée était clairement d'un côté. L'ICO elle-même se présente comme étant un peu les deux, puisqu'elle s'avance comme une immersion. Donc, la possibilité d'immerger l'auditeur dans une scène sonore, ce que moi, je ne veux absolument pas. Mais en même temps, on peut continuer de l'utiliser un peu comme une Timée. Sauf que c'est un peu plus difficile, ça marche moins bien. Alors, ceci dit,
l'ICO a quand même deux avantages acoustiques importants par rapport à la Timé. Premièrement, elle est plus puissante acoustiquement, donc ça c'est quand même un élément important pour être capable justement d'être en émulation avec la puissance d'un piano, ou de deux pianos, comme vous allez voir. Et puis deuxièmement, ayant 20 haut-parleurs, elle permet de faire des figures de directivité plus sophistiquée parce qu'elle permet d'utiliser des harmoniques d'ordre supérieur à l'ordre 1. Je vous passe la chose sur la technique acoustique, mais ça permet d'avoir des choses beaucoup plus souples et plus diversifiées que ce que l'on peut simplement avoir avec la Timé 6 haut-parleurs qui n'autorisait des figures de directivité que d'harmonique 1. Donc, l'ICO a constitué une solution moyenne entre la nouvelle Timé que normalement Olivier Warusfeld préparait, je ne sais pas où ils en sont, qui devait être à 24 haut-parleurs, mais qui n'était pas prêt. Et puis l'ancienne Timé qui n'était pas assez puissante pour faire tout ça. Et en plus, il m'a semblé que l'ICO était bien adapté, était mieux adapté, on va dire, à la possibilité de l'installer sur une scène de théâtre et donc de rentrer en rapport avec un écran de cinéma et puis d'autre part avec des interventions des acteurs sur scène. Donc c'était une solution un peu intermédiaire choisie pour ça, solution de compromis, qui ne m'a pas permis d'atteindre la précision du travail de directivité qui avait présidé à la composition de Duel. Ceci dit, le fait de travailler avec des contraintes est toujours une très bonne chose musicalement, parce que finalement, vous travaillez toujours comme ça, avec des contraintes. Et en plus, là, j'ai été aidé par la collaboration avec Carlo Lorenzi, qui avait une virtuosité pour inventer comment travailler avec ça. Donc, j'en arrive à Petrograd. Alors, donc j'ai décidé il y a un an, quand le projet 12 s'est avéré en train de sombrer, pour les raisons que j'ai indiquées, de tirer de ces 4 mouvements une œuvre musicale autonome en les complétant ainsi. Alors, j'ai changé les noms, j'ai renommé les stations, bon, et puis j'ai rajouté un 5e mouvement. Non, alors attendez, ça c'est après. Bon. J'ai rajouté un 5e mouvement et finalement un postlude sur lequel j'ai beaucoup hésité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renommé les stations qui à l'époque s'appelaient Satire, on parle, on marche. J'ai appelé ça soulèvement, parole, longue marche. Deuxièmement, j'ai rajouté un 5e mouvement, aube, parce qu'il s'agissait de traiter la question, qu'est-ce qui commence là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui commence, qui a sens pour nous? Et puis j'ai rajouté un postlude qui finalement est une prière à l'humanité. Bon, vous n'aurez pas le temps de l'entendre, mais bon. J'ai rajouté un récitant, qui n'était pas prévu, qui intervient entre les mouvements. J'ai au total ainsi assuré une durée globale qui est passée de 50 minutes à 80 minutes, ce qui permettait d'avoir une forme qui pouvait par elle-même constituer une soirée musicale autonome, indépendante. J'ai donné un nom propre différent, Petrograd 1918, et pas 12. Et puis j'ai nommé ça, après beaucoup d'hésitation, drame musical. Sans trop savoir exactement de quoi s'était fait cette affaire-là. Bon, j'ai choisi ce. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que je suis parti d'une disjonction assez étrange parce que les 2 premiers mouvements que vous allez entendre tout à l'heure sont vraiment complètement disjoints. Nuit de Petrograd, c'est fait uniquement avec des musiques enregistrées, des musiques russes de l'époque. Alors, musique russe, il y a un Ravel, il y a le Kaddish de Ravel. On peut prendre comme une musique yiddish qui pourrait être en Russie. Donc, il n'y a rien de moi, un collage, on va dire, de musique russe, alors que Soulèvement, il n'y a que ma musique. Nuit de Petrograd, c'est que des musiques enregistrées, alors que Soulèvement, c'est que des musiques interprétées aujourd'hui. Nuit de Petrograd, il n'y a que l'ICO, vous verrez, pendant 10 minutes, il n'y a que l'ICO, il n'y a rien d'autre. Alors que dans Soulèvement, il y a 2 pianos, un piano live, un piano mécanique, je vais vous en parler, et puis un piano dans la Timé, ce que j'appelle un piano glorieux. Je vais vous expliquer ce truc-là. Nuit de Petrograd, il y a des paroles, il y a pas mal de paroles, y compris Lénine qui parle 2 fois. Dans Soulèvement, il n'y a aucune parole. Nuit de Petrograd est donc centré sur l'hétérophonie et Soulèvement est centré sur l'harmonie, le piano glorieux. Donc c'est vraiment. J'avais conçu ça parce que dans le projet 12, il s'agissait d'avoir un peu 2 propositions un peu extrêmes pour nourrir un peu la chose. Bon, après, je me suis retrouvé avec ça. Qu'est-ce que tu fais de ça, Jeannot? Donc,
Alors, je me suis dit, je vais tirer parti de cette disjonction, l'amplifier, d'où la forme qu'a maintenant, alors attendez, d'où la forme qu'a maintenant Petrograd, c'est-à-dire une sorte d'alternance entre des mouvements qui sont plutôt centrés sur l'idée d'hétérophonie et des mouvements qui sont plutôt centrés sur l'idée de piano glorieux. Je vais vous expliquer ce que c'est que le piano glorieux. Vous voyez, donc le mouvement 1, hétérophonie, le mouvement 3, paroles, hétérophonie, le mouvement 5, plutôt hétérophonie, et les mouvements 2, 4 et postlude, plutôt centrés sur l'idée de piano glorieux. Alors, piano glorieux, donc de faire, vous voyez, comme un, disons, ça c'est une forme musicale comme refrain-couplet, quoi, quelque chose comme ça, enfin, bon, sans savoir qui est exactement le refrain et qui est le couplet. Enfin, on alterne les deux choses. Alors, on les alterne, mais en même temps, j'assure évidemment par l'harmonie, etc., que tout ceci est quand même tienne ensemble. Bon, mais ça, c'est mon boulot, je ne vous détaille pas. Alors, le piano glorieux, de quoi il s'agit ? Le paradoxe, c'est que j'ai voulu traiter de l'événement Octobre 17, qui est un événement qui a brassé des foules, comme vous le savez, par un effectif musicien absolument minimal. Absolument minimal, puisque sur scène, il n'y a qu'un pianiste, une seule pianiste, mon amie Florence Millet, qui ne sera pas là aujourd'hui. Ce qui veut dire que le piano que vous allez entendre, ça ne va pas être son piano, mais c'est un piano MIDI qui va être projeté dans un haut-parleur. Mais il faudra que vous imaginiez qu'en fait, ça sera joué par un pianiste live. Donc, par ça, plutôt que le grand orchestre et le vaste chœur, que par ailleurs, j'aurais bien aimé ou j'aimerais bien avoir. Si dans la salle, il y a un organisateur d'une scène quelconque qui est prêt à me fournir un grand orchestre et un chœur, un vaste chœur, je lui fais une version ample de Petrograd 1918. Mais là, vous allez entendre vraiment la version contraire, la plus concentrée, etc. Ce qui est aussi un défi intéressant. Et alors, j'ai voulu que le seul instrument qui était directement présent, le piano, soit étendu à un corps que j'aime nommer glorieux. Pourquoi je l'appelle glorieux ? C'est un peu aussi par amusement ou rapport, analogie avec le corps ressuscité dont il est question à la fin de 12, puisque le Jésus-Christ dont il est question, justement, n'est pas le Jésus, c'est le Christ. Et le Christ a un corps glorieux. Ce n'est pas exactement le corps de Jésus. Mais l'idée d'avoir un corps étendu, sachant l'importance que j'accorde au corps à corps dans la musique, m'intéressait. Et donc là, ça se donne comment ? Par l'adjonction d'un piano que vous n'aurez pas là-bas, qui sera un piano à queue habituel, un grand piano à queue, avec un piano droit mécanique. Vous allez voir ce que ça donne. C'est-à-dire que c'est un piano comme ça, mais qui joue tout seul. Mais enfin, c'est un piano qui joue comme un piano. Et puis, d'autre part, les pianos qui sont enregistrés et diffusés à l'intérieur de l'ICO. Et vous allez voir que le deuxième mouvement que vous allez entendre soulèvement est consacré uniquement à cette formule-là, des trois pianos. Piano live, tout à l'heure, malheureusement, vous allez l'entendre dans le haut-parleur, piano mécanique, vous allez entendre directement, piano tiné, piano ICO, et puis la polyphonie, l'hétérophonie entre les trois. Bien. Donc, alors l'œuvre elle-même, alors là je vais aller plus rapidement, donc elle comporte 5 mouvements, nuit qui dure 12 minutes, soulèvement 11 minutes, parole 9 minutes 30, longue marche, c'est le plus long, 16-30, aube, et un postlude qui est introduit par la prière Frères humains. J'ai fait une version, j'ai repris le fameux poème de François Villon, Frères humains qui après nous vivaient, etc., en l'adressant au contraire à frères humains qui avant nous vécurent. Et j'en ai fait une mort. Donc c'est une sorte de prière à l'humanité, on va dire. Pourquoi ? Parce que d'une façon, vous voyez bien que se rapporter aux gardes rouges de l'époque, enfin voilà, à quel titre nous rapportons-nous à eux ? Je veux dire, voilà, comment pouvons-nous nous inscrire dans la lignée de leur courage et de leur confiance ? C'est un peu la question qui traverse aussi cette œuvre-là. Alors, j'ai oublié aussi de vous dire un point très important, c'est que cette œuvre, en plus, est irriguée par un rapport aux 12 notations de Boulez, du jeune Boulez, qui a écrit ça en 1945, parce que pendant le temps où on élaborait notre projet 12, j'ai composé 12 études d'hétérophonie sur les 12 pièces de Boulez.
c'était comme un exercice d'écriture pour moi. Enfin, voilà, et il y avait deux principes qui étaient premièrement de retravailler l'harmonie de Boulez, parce que l'harmonie dans notation ne va pas du tout. À mon avis, elle est encore, pas à mon avis, il est évident qu'elle est faite un peu comme le faisait le Schoenberg de la première époque, c'est-à-dire il prenait sa série, il répartissait les trucs, les hauteurs, et puis il y en avait qui étaient horizontales, et quand ça donnait vertical un reste, ça donnait un accord. Il n'y avait pas de logique harmonique propre. Je trouve qu'il n'y a pas de logique harmonique propre dans les notations de Boulez, et donc j'ai réharmonisé tout ça avec mon choral à 12, je vous ai présenté, là, les 12, bon. Et puis, je l'ai hétérophonisé. Et alors, pour vous en donner un exemple, là, je ne peux pas vous le faire entendre, mais vous voyez, le début de la première notation, c'est la portée là-haut. Et voilà, repris ici, et vous l'entendrez, ça intervient au début de parole, dans le troisième mouvement de parole, ça donne, voilà, ça répartit comme ça entre des voix, voilà, pour vous en donner un peu une idée. Alors, des 12, alors ça m'intéressait aussi, si vous voulez, parce que d'une façon, je voulais avoir, de la même manière que, vous voyez bien, politiquement, on se dit, on se réfère à 1917, mais alors à quel titre on en fait? Moi, ça m'intéressait de me référer aussi aux notations qui sont une forme de modernité sérielle, on va dire, première. Et alors, je n'ai utilisé dans Petrograd que 5 de ces notations. Je ne sais pas si la liste est là, non, bon, je n'avais pas. Bon, peu importe, enfin. Mais il y a donc aussi cette composante-là qui participe de l'hétérophonie générale. Et ça sera, je crois, particulièrement clair. Si ça intervient en soulèvement, je ne pourrais pas vous le commenter quand ça apparaît, et puis ça intervient en parole. Vous allez entendre le mouvement 2 et le mouvement 3. Bon, alors après, si je dois présenter rapidement les mouvements, mais alors là, je n'ai pas le temps de le faire. Donc je saute parce que là, ça vous indique que Nuit est une hétérophonie avec 5 voix. Dans les divertissements, vous entendrez, il interviennent aussi la musique de Mosolov, de Ravel et de Medtner. Ils sont répartis par l'exposition divertissement straight. Je vous passe le détail. Le montage, vous avez le plan ici, donc avec l'exposition divertissement et straight là-bas à droite. Le plus simple, c'est que vous l'entendiez. Hein. Là, j'ai mis, ouais, parce que derrière tout ça, il y a un travail sur les configurations. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une voix qui est comme ça, qui est projetée dans l'ICO, si on veut rendre le discours intelligible et intéressant, il faut évidemment le situer par rapport aux autres. Il faut utiliser les figures de directivité de l'ICO. Et donc là, je donne chaque cas quelles sont les figures de directivité qu'on a mises. Avec une légende sur les cardios, les dipôles, les omnis, etc. Bon, là, c'est de la technique bon, qui est évidemment essentielle quand vous travaillez avec ça, mais dont vous jugerez tout à l'heure de l'effet à l'oreille. Le mouvement soulèvement lui-même, il est fait de 4 mouvements, de 4 soulèvements. L'un, alors après, j'ai dit qu'il y a un soulèvement au nord, sud, ouest et est. Enfin bon, tout ça est un peu fictif. Mais interviennent les 3 pianos. Là, le piano live d'abord, qui va conduire la première partie. Après, le disque clavier qui conduit la deuxième. Le piano projeté dans l'ICO. Et puis après, intervient d'ailleurs à ce moment-là une notation 2, une hétérophonie générale de tout ça. Le mouvement 3 paroles alors, est plus compliqué parce que là, ah oui, parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que j'avais prévu un enregistrement des 12. Dans le projet 12, selon moi, j'utilisais musicalement les 12 poèmes. Donc, on avait l'enregistrement complet des 12. Et là, j'avais commencé de faire l'exemple pour mes amis sur parole, ce truc-là. Et puis après, quand le projet a capoté pour les raisons que j'ai indiquées, voilà, bon, je ne me suis pas dit, je vais utiliser les 12, ça n'avait plus de sens. Enfin, mais j'ai gardé ce mouvement-là qui utilise très explicitement et dans les 4 langues que j'ai reprises, français, anglais, alors russe, bon, ça c'est évidemment, ce bloc. Allemand, il y a une traduction de Paul Celan, qui est évidemment remarquable. J'ai fait une traduction en français et puis une traduction en anglais. Donc dans les 4 langues, j'utilise le premier et le troisième poème. Bon, vous verrez, ça commence par un brouhaha cacophonique, puis ça se termine par une toccata. Bon.
La longue marche, le plan est le suivant, mais ça, je ne crois pas qu'on aura le temps de l'entendre. On alterne la question de la marche et de la danse, qui était une question qui m'intéressait aussi. Quelle est la différence musicale entre marcher et danser? En fait, le principe est assez simple, c'est-à-dire qu'en gros, la marche est un mouvement qui tombe vers le bas et que la danse est un mouvement qui monte. La marche est plutôt binaire alors que la danse est ternaire, etc. Enfin, bon, je travaille sur cette dialectique-là musicale. Bon, je ne rentre pas dans le détail du mouvement, on n'a pas le temps. Aube. Alors, il commence par la reprise de la cadence de la timide duel. Ça, je voulais quand même qu'il y ait dans l'œuvre un point d'appui sur ce que j'avais fait pour duel. Et puis ensuite, c'est une hétérophonie, alors cette fois de 20 instruments. Là, cette fois, comme je n'avais pas le grand orchestre, je me suis fait un grand orchestre dans l'ICO. Ce qui est un peu un défi, parce que d'abord, les sonorités sont des sonorités échantillonnées, donc il y a des problèmes de phrasé, et en plus, faire tenir 20 instruments dans une petite boule comme ça, c'est un peu un défi. Voilà, on est en train d'y travailler avec Carlo, et bon, et il n'y a plus de trucs parce que c'est terminé, oui. Alors après, il y a le dernier mouvement qui est le postlude. Bon. Voilà, ça c'était pour vous donner un petit peu une idée de la forme de chacun des mouvements, mais le mieux, encore une fois, c'est qu'on l'écoute, parce que normalement, c'est une œuvre qui doit être destinée simplement à être écoutée sans baratin spécial. Il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit, évidemment, comme toute musique, enfin, elle doit se proposer. Alors, dernière partie, suite, j'en ai 10 minutes, ben, ça va aller. Donc, ça veut dire qu'on reporte la discussion à tout à l'heure, si vous le voulez bien. Où est-ce qu'on en est? Alors, d'abord, ce n'est pas terminé. Donc, il y a encore 4 étapes. C'est-à-dire, j'ai encore une semaine de travail en mai pour programmer dans l'ICO la partie 5 et le postlude. On l'a déjà engagé, mais enfin, il faut le programmer. Bon, à chaque fois, c'est un peu compliqué, enfin bon, ça fait partie du job. Deuxièmement, après, on va enregistrer avec Florence Millet dans l'ESPRO, parce que vous savez que l'ESPRO, maintenant, va être ouvert à l'IRCAM après, je ne sais pas quoi, 10 années de travaux. Donc ça, c'est prévu en janvier prochain, enfin janvier-février prochain. Ensuite, il y aura un travail de montage pour monter tout ça, ce qui n'est pas évident. Et puis, je en tirerai sans doute à l'été 2023 un DVD qui comportera d'abord l'enregistrement de duel que j'ai de l'ancien, cet enregistrement-là, différentes documentations, et un film que mon ami Jean Séban réalisera sur un peu tout ce travail avec sa verve et son esthétique personnelle. Donc ça devrait donner un DVD, et est-ce qu'on arrivera à le faire créer quelque part? On verra. Là aussi, si dans la salle, il y a des gens qui ont des idées, qui n'hésitent pas à me les signaler. Bilan de tout ça. Qu'est-ce que exactement j'ai composé là? Alors, je dois dire que en l'état actuel, d'abord, pour faire le bilan d'une chose, il faut l'avoir entendu. Pour le moment, je ne l'ai pas encore entendu. Enfin, je l'ai entendu intérieurement, etc. Mais je ne l'ai pas entendu avec le piano. Donc, il faut l'avoir entendu, écouter. Enfin, et puis, d'autre part, ce qui est aussi intéressant de savoir comment il a été entendu. Bon. Donc, pour le moment, je dirais, pour moi, ça reste une énigme, ce que j'ai fait là. Une énigme. Et alors, c'est ça que je vais essayer de vous thématiser dans les 5 minutes qui restent. Bon, vous avez compris que Petrograd constitue le terme d'un parcours compositionnel qui a été chahuté, dont finalement j'assume la succession, et d'ailleurs la succession de l'œuvre, c'est l'ordre dans lequel j'ai composé les choses, mais d'habitude je ne fais pas du tout comme ça. Par exemple, duel, et au départ j'avais l'idée d'une structure avec la durée, l'articulation, les grandes parties, puis petit à petit j'affinais ce qui se passait, etc. Et j'ai toujours parti avec une idée globale de l'œuvre. Là, c'est exactement le contraire. Je ne suis pas parti avec une idée globale, je suis parti avec des choses qui étaient là et comment je les continue et comment j'arrive à les mener de telle manière que ça tienne ensemble. Bon, tout à fait différent. Donc, alors, d'où l'impression sur laquelle je vais revenir après, que quelque chose s'est composé en moi. Alors ça, je vais vous en revenir après sur l'interprétation que j'en prends en termes de cogito, cartésien ou lacanien. C'est-à-dire que, alors que duel, je l'ai composé parce que j'avais une appréhension globale
de la chose. Là, c'est quelque chose qui s'est composé en moi. Voilà, ça fait partie de l'énigme. Alors, évidemment, on peut dire dans ce cas-là que d'une façon, ceci correspond bien à l'énigme initiale, qui était aussi mon intérêt pour le poème, qui était, encore une fois, l'énigme de quoi Jésus-Christ est-il le nom, cette affaire-là. Bon, je ne suis plus chrétien depuis longtemps, je suis athée, etc. Mais de quoi est-ce le nom exactement, évidemment? Donc, on peut dire que Pétrograd 1918 circule d'une énigme à une autre, ou alors qu'il répond à l'énigme du poème par une autre énigme qui est une énigme musicale. Alors, cette énigme s'est d'abord donnée dans le choix du genre sur lequel j'allais l'inscrire. J'ai pensé à un moment donné l'inscrire comme mélodrame. Et puis mon ami Yves André m'en a dissuadé parce qu'il ne s'agit pas, selon moi, du tout de musique narrative, de musique à programme, de musique évidemment cinématographique, de musique de film, etc. Et donc, ça risquait de fausser les rapports entre l'intervention du récitant et la musique elle-même. Pour vous donner une idée, voilà la manière dont... Mais attendez, il faudrait que vous me passiez la partition. La manière dont je répondrai sur cette question de que vient faire le récitant dans un avertissement qui est destiné normalement à être lu avant que l'œuvre commande. Il ne s'agit pas pour le récitant de proclamer un programme littéraire sous-jacent au mouvement musical qui suit, de mettre au jour le fil du récit qui aurait été souterrainement dicté à quelques narrations musicales. Le récitant figure ici un écouteur primordial qui, après immersion dans l'océan musical de l'œuvre, viendrait rétroactivement rapporter comment, selon lui, le discours poétique de 12 du poème s'intrigue hétérophoniquement au discours musical de Pétrograd 1918. En quelque sorte, le récitant nous parle ici de Pétrograd 1918 comme d'un iceberg musical plongé dans le monde et l'histoire de l'humanité, iceberg dont la partie immergée serait appréhendable dans le langage ordinaire jusqu'à pointer le niveau exact des eaux séparant le visible de l'audible, en sorte qu'en avouant son fil d'écoute, le récitant vienne ainsi singulariser en creux le secret musical de cette œuvre, banquise détachée de quelle Atlantide défaite pour venir s'échouer au flanc de nos soirées. Bon, voilà une manière d'introduire un peu énigmatiquement la position du récitant, mais sans la normer par, évidemment, la problématique de musique à programme. Donc, il s'agit, en quelque sorte, d'avouer un secret, mais vous savez, selon la maxime de Lacan, qu'un secret avoué reste un secret. Il ne s'agit pas de... C'est pas un tour de magie. Donc, on dit, voilà, en fait, j'avais fait ça, je vous ai roulé dans la farine, c'est une illusion. Non, c'est pas ça, un secret, c'est un pli... Et alors, parce que vous voyez, il y a quelque chose d'un peu énigmatique, parce que dans cette œuvre-là, j'ai considérablement simplifié mon discours musical, je trouve, pour ceux qui le connaissent, parce qu'il s'agissait de l'accorder d'une part à la netteté du discours politique concerné dans l'époque, et puis aux déterminations claires et simples des différents protagonistes du poème. Si vous lisez le poème, voilà, il n'y a pas d'énigme. Et puis, mon idée était aussi, en faisant un discours assez simplifié, de tendre la main au discours cinématographique et théâtral, qui étaient au départ mes partenaires possibles. Alors, voilà. Donc, cette énigme est là. J'ai essayé de faire quelque chose avec tout ça. Et je terminerai par un petit commentaire sur le cogito cartésien, et j'allais dire mon cogito, pardonnez-moi le côté prétentieux de l'affaire. Donc, j'ai l'impression que cette œuvre s'est composée en moi. Encore une fois, d'habitude, c'est l'inverse. D'où l'impression que mon cogito n'est nullement cartésien, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je pense que j'existe, mais c'est bien plutôt parce que ça pense en moi que j'existe. Alors, vous savez que Lacan avait relevé dans le cogito le fait que les deux jeux ne sont pas les mêmes. Je pense, donc j'existe. Donc, je suis, pardon. Car même s'ils existent bien simultanément, ils n'existent pas pour autant exactement au même lieu, car, précisait-il, là où je pense, je n'existe pas, et là où j'existe, je ne pense pas. Donc les deux jeux ne sont pas, il y a deux jeux, mais ils ne sont pas exactement le même. Alors moi, je transformerai ce cogito lacanien pour les besoins de ma propre cause ainsi.
j'ai toujours la conviction que lorsque j'ai vraiment pensé quelque chose, c'est parce que ça pense en moi, avec le caractère alors satisfaisant que les choses s'enchaînent dans la pensée avec une nécessité transparente. Et donc, j'ai la conviction à ce moment-là d'exister comme un lieu où il est possible que ça pense, cette formule-là, cette modalité-là. Donc, si vous voulez, pour prendre une métaphore musicale, j'existe comme un tuyau d'un instrument de musique, mettons d'une flûte, qui n'existe musicalement qu'à mesure du fait qu'un souffle venu d'ailleurs la traverse, s'y forme comme discours, pour ressortir à l'autre extrémité comme un discours adressé à quelque interlocuteur. Alors, ayant pour ma part l'habitude de jouer du piano des 10 doigts et puis de jouer de l'orgue aux nombreux tuyaux, je dirais que finalement j'ai le sentiment d'exister comme un grand orgue, apte à projeter quelques discours, mais pour autant que l'instrument que je suis sache en amont se tourner vers quelques sources soufflant à travers lui, à travers moi, quelque esprit. Donc, ça serait simplement la forme que je peux donner, répondre à l'énigme qui est de cette œuvre, c'est que ça s'est composé en moi comme dans un grand orgue, et d'une façon, je ne peux pas pour le moment vous en dire tellement plus, puisque l'éventuelle clarification de cette énigme, pour moi, va dépendre quand même du fait de l'entendre réellement avec un piano, etc. Évidemment, je sais tout ce qu'il y a dedans, hein, c'est le point, et pas à ce niveau-là, évidemment, parce que c'est moi qui, je sais pas quoi, il y a 100 000 notes hein, dedans, donc je connais toutes les notes, c'est pas le point. Mais qu'est-ce qui se dit là, voilà. Et d'autre part, m'intéresse aussi la manière dont ça peut être entendu, reçu, écouté par vous. Voilà, donc je vous propose qu'on s'en tienne là et puis qu'on se transporte au studio 5. Alors, on peut, le plus simple, vous pouvez, j'ai la clé ici, hein, je vous